L'information est tombée ce vendredi 2 octobre au matin. Trump, testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania. Alors, info ou intox? La question se pose, car il est bien connu que le président des États-Unis actuel manie la désinformation comme un pro. Devant les objectifs, Trump a été hospitalisé afin d'y être surveillé et peut-être, selon certaines sources, recevoir un traitement expérimental. Ensuite, il sera confiné à la Maison-Blanche, ce qui lui fera rater une des dernières étapes cruciales dans la course à la présidence. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se poser certaines questions. Ne serait-ce pas une stratégie, après le débat face à son adversaire Joe Biden? Un débat perdu et de très loin selon les sondages. 60% pour Biden contre 28% pour Trump. Le débat fut houleux et les insultes qui ont fusé sont indignes de personnages se présentant pour la présidence de la première puissance mondiale. Cependant, considérons l'annonce comme quoi Trump serait véritablement malade. Que prévoit la Constitution américaine? Si l'état de santé de l'actuel président se dégradait, le pouvoir serait transféré à son vice-président, Mike Pence, jusqu'à son rétablissement. Si Trump venait à décéder, plusieurs cas de figure se posent. Le Parti républicain pourrait, selon sa charte, soit réunir une nouvelle convention nationale afin de désigner un nouveau candidat, soit faire voter les représentants du comité au sein de chaque État, ou enfin, rien n'empêcherait le vice-président de se présenter à la place de Trump. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Comme l'indique le titre de cet édito, et si Trump faisait tout simplement ce qu'il sait faire de mieux, de la désinformation? Il n'en serait pas à sa première frasque, tout le monde sait que le président américain est toujours dans la provocation et la manipulation. Alors pourquoi pas cette fois? Cela pourrait bien être une stratégie afin de s'attirer la compassion des Américains et ainsi regagner de précieux points en vue du scrutin du 3 novembre. Ou alors ce pourrait être son équipe de campagne qui, après le débat, a imaginé ce stratagème pour calmer le candidat devenu quasi incontrôlable, autant dans sa posture que dans son discours. Regardez il y a quelques jours comment Trump n'a pas hésité à dire qu'il ne quitterait pas le pouvoir aussi facilement en cas de défaite. D'ailleurs, le 20 novembre 2016, il avait déclaré « J'accepterai totalement les résultats, si je gagne ». Vu le résultat à l'époque, cela a pu paraître anecdotique et personne n'aurait pu penser que Trump se rebelle en cas de défaite. Mais aujourd'hui, la question se pose à nouveau. Et vu la fébrilité de perdre de Trump, alors va-t-il enfin apparaître sous le jour d'un dictateur et faire sécession face à la Constitution américaine et face au Congrès? Pour connaître la réponse, rendez-vous dans 5 semaines. En attendant cette image humoristique, pour se moquer de celui qui proposait aux Américains de boire de l'eau de Javel pour se soigner du Covid-19. Si vous vouliez avoir la preuve de la manipulation de l'État sur le sujet du Covid, ce sujet va sûrement vous intéresser. Nous allons voir les preuves que le directeur général de l'ARS PACA, Philippe Demester, montre sur les chiffres dans la métropole Aix-Marseille. Je rappelle qu'un faux et usage de faux en écriture publique est puni de 15 années d'emprisonnement. Je suis désolé, mais il faut avoir de bons yeux pour déchiffrer des documents que voici, mais je vais les traduire. Voici les vrais chiffres concernant le coronavirus pour Aix-Marseille et la région PACA. Ceux-ci sont issus du tableau de bord du ministre Véran du 22 septembre et à diffusion restreinte. Sur ce document, signé de la main de Philippe Demester, il est écrit que le taux d'incidence concernant la métropole d'Aix-Marseille, toutes classes d'âge confondues, est de 275,56 pour 100 000 habitants, alors que le seuil d'alerte est de 250 pour 100 000. C'est faux. Le taux d'incidence sur le tableau de Véran est de 185,10 pour 100 000. Il est aussi noté que le taux d'incidence chez les plus de 65 ans est de 356 pour 100 000 habitants, alors que le seuil d'alerte est de 100 pour 100 000. C'est encore faux puisque sur le tableau du ministre de la Santé est inscrit 135,5 pour 100 000. Voilà comment falsifier des chiffres pour voter à l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi, dans un hémicycle quasiment vide, le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021, par 26 voix contre 17, et ainsi pouvoir obliger les commerçants comme les restaurateurs, les tenanciers de bars ou les salles de sport à fermer dans la métropole d'Aix-Marseille. Cette Assemblée nationale est devenue complètement absurde, puisque la majorité peut faire voter des lois en pleine nuit, sans opposition. Cette forme de démocratie est moribonde et doit subir une refonte complète, pour laisser la décision au peuple français et non plus à des députés aux ordres de la Macronie. Le gouvernement a le projet de tarifer les passages aux urgences qui ne seront pas suivis d'une hospitalisation. Et cela à partir de 2021.
Ce montant fixe remplacera l'actuel ticket modérateur. Par ce projet, Macron continue la casse de l'hôpital public avec pour objectif de remplacer notre système de soins actuel par un système à l'américaine avec des cliniques privées payantes qui obligera les patients à prendre des mutuelles onéreuses. Beaucoup d'entre nous n'auront plus les moyens de se soigner, ce qui est déjà le cas depuis longtemps pour l'optique et les soins dentaires. Alors que dans les régions rurales, les déserts médicaux s'intensifient, puisque certains soins doivent attendre entre 3 et 6 mois pour obtenir un rendez-vous, les malades n'ont d'autre choix que de se rendre aux urgences pour obtenir un minimum de soins. L'État est responsable de ce désastre, car le manque de médecins est important en province, puisque le numerus clausus est bloqué depuis des années, voire des décennies. Et ce n'est pas en l'augmentant de façon considérable que cela changera les choses à court terme. Il faut savoir que les résultats se feront sentir que dans une dizaine d'années. Pourtant, il existe des solutions comme recruter des médecins à l'étranger. Mais est-ce vraiment ce que désire le gouvernement, sachant que des centaines de lits sont supprimés chaque année? La suppléante de Castaner, Emmanuelle Fontaine de Mézel, quitte le navire en perdition de La République en marche. Elle décrit dans un courrier transmis aux responsables de l'AREM une situation inconfortable et regrette un rapprochement à peine voilé entre En Marche et la droite traditionnelle, voire dure, et le manque de volonté du gouvernement à surmonter les carences de notre système de soins. Elle siégera désormais au sein du département des Alpes-de-Haute-Provence en tant que divers gauche, aux côtés des membres du Parti socialiste. Les rats quittent donc le navire les uns après les autres. Une déconfiture pour le parti de Macron. Mais attention, le retour de bâton risque d'être violent pour de Mézel, car les habitants basalpins n'oublieront pas que durant le remplacement de Castaner, elle n'a jamais hésité à voter toutes les lois liberticides proposées par la majorité. Alors que le gouvernement s'acharne sur notre système de santé et les droits des travailleurs, une commande de 89 blindés vient d'être passée pour la somme de 65 millions d'euros. Cela s'ajoute aux commandes de drones, de grenades lacrymogènes, de désencerclement et de LBD. Si certains doutaient encore des intentions de Macron, cette commande les aidera peut-être à réaliser la guerre qu'il prévoit d'accroître contre son peuple. Une guerre commencée le 17 novembre 2018 contre les Gilets jaunes qui ne réclamaient qu'un peu de justice sociale. On pourrait donner cet adage aux réactions de Macron. Si vis bellum, para bellum, qui se traduit par si tu veux la guerre, prépare la guerre. Alors que le véritable adage attribué au Romain Végès est si vis pacem, para bellum, qui veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais il est vrai qu'à l'époque de ses cours de latin, le futur président était plus concentré sur la langue de sa prof que sur une langue morte. Les gilets jaunes du 04 et du 05 ont eu la chance de rencontrer autour d'un verre et d'un bon repas Stéphane Espic. Qui est donc ce personnage? Stéphane est tout d'abord un gilet jaune déterminé, à la fois fantasque et d'une grande intelligence. Habituellement habillé de son inséparable perfecto blanc, sauf peut-être en été, de son béret de chasseur alpin et de ses gants blancs, il est facilement reconnaissable avec sa barbe taillée en pointe. Au cours de ce repas, il a réitéré son intention de se présenter à l'élection présidentielle en 2022. Ensuite, nous avons abordé ce qui l'amène dans notre belle région. Un procès qui doit avoir lieu le lendemain à Toulon, un procès contre Brigitte Macron. Pourquoi la femme du président français a déposé une plainte contre Stéphane Espic? Cet été, ce dernier s'est amusé près du fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français, à se promener sur les plages en mer, à bord des mimosas avec des bouées homards gonflables. Un clin d'œil à François de Rugy. Sur ces homards, il avait inscrit ce qu'il pensait de celle-ci. Brigitte Macron Cougar, en référence à son passé de professeur sortant avec un élève de 14 ans, s'appelant Emmanuel Macron, pédophilteuse, profiteuse, fric, entrepéteuse de Bernard Arnault. Voilà ce que nous raconte entre deux bouchées de viande le troublion des Gilets jaunes, ou plutôt, le bouffon de la République, en 2 mots, comme il aime se présenter. Il est souvent interrompu par des coups de téléphone de ses avocats, Juan Branco, qui prépare sa défense avec son ami avocat, Wilfried Paris. Pour le moment, interdit d'exercer puisqu'en France, toute vérité n'est pas bonne à dire. Le lendemain, l'attente est longue car la présidente veut que l'audience soit à huis clos, alors que ce n'est pas prévu et est totalement illégal si ce n'est pas spécifié dans la convocation. Mais par une subtile pirouette, elle a réussi son coup en argumentant sur l'état d'urgence sanitaire et les gestes barrières. Quand Stéphane ressort du tribunal, ses soutiens sont pendus à ses lèvres en attendant le verdict. Stéphane exulte et déclare « Nullité, ils sont nuls, le chef de l'État est entouré de nuls, nous avons la preuve que le chef de l'État est très mal entouré. » Pourquoi le juge a déclaré cette nullité? C'est simple, les personnes qui ont déposé la plainte ne possédaient pas le mandat des personnes lésées.
à savoir le couple Macron. Et le parquet ne peut pas se servir dans ce cas de délit de presse. De plus, la plainte n'était même pas signée par Brigitte Macron. Continuons ce périple. Le lendemain, Stéphane Espic devait se trouver à Paris pour faire lever son contrôle judiciaire qui l'empêche de rentrer dans la capitale. Hélas, il devra attendre le délibéré jusqu'au 8 octobre. Enfin, le vendredi à 9h devait lui être signifié le verdict du tribunal judiciaire de Paris concernant son procès du 4 septembre qui jugeait 17 affaires. Cette fois, la justice l'a reconnu coupable et l'a condamné à 2 928,72 € d'amende avec 500 € de sursis pour une des affaires. Et s'il ne voulait pas faire un stage de citoyenneté de 1 ou 2 jours, serait rajouté 500 €. Bien entendu, Stéphane a fait appel de cette décision. Dans les prochaines éditions d'Hebdo, nous suivrons ses actions et ses rendez-vous avec la justice. Souhaitons qu'à l'avenir se multiplient des personnes comme Stéphane Espic pour dénoncer les dérives de l'État, des forces de l'ordre et de la justice, et qu'enfin, la France retrouve sa dignité de grande nation. Dans la semaine, un lycéen du collège Baudrochas à Digne se trouve sur le parvis. Il vient de sortir de la cantine et mange un gâteau. Bien entendu, il ne porte pas de masque. Une voiture banalisée s'arrête à proximité et 2 hommes en descendent. Eux non plus ne portent pas de masque d'après les témoignages recueillis. Ils le mettent en s'approchant de l'adolescent. Après s'être présenté comme policier, ils demandent au lycéen de le suivre jusqu'à la voiture. Un autre véhicule, estampillé Police nationale, les rejoint peu de temps après, alors qu'un professeur du lycée entre dans le parking. Ce dernier, une fois son véhicule garé, va voir ce qu'il se passe. En général, la police n'est présente que pour des bagarres. Là, ce n'est pas le cas. L'un des agents fait signe au professeur qu'il ne porte pas son masque. Après s'être excusé, il le met et observe la scène. Ne voulant pas être en retard, il laisse l'adolescent aux mains de la police puisque tout se passe bien. Dans la journée, le professeur apprendra que l'élève a été amendé de 135 € pour non-port du masque. Il va le trouver après avoir consulté ses collègues du syndicat CGT Éducation pour lui demander de ne pas payer cette amende, que le syndicat lui fournira un avocat pour contester cette injustice. Quand nous en saurons un peu plus sur la suite à donner à cette affaire, je vous en tiendrai informé. Comment, dans un département rural comme le nôtre, la police peut se conduire de cette façon? Il y a d'autres méthodes, comme la prévention ou la pédagogie. Mais visiblement, eux préfèrent punir, peut-être pour gonfler leur prime de résultat. Pourtant, ce lycéen aurait pu être leur fils ou leur fille. Ces méthodes sont proprement scandaleuses, et je me ferai un devoir de les dénoncer dans Hebdo, pour faire prendre conscience aux citoyens que c'est de cette façon que des jeunes très bien dans leur tête peuvent devenir des délinquants anti-flics. Voici des nouvelles de Maurice Chadéras, qui voit, on l'espère pour lui, le bout du tunnel avec ce rendez-vous à Clerval le 5 octobre pour qu'enfin soit pratiquée sa radiculographie. Mais dans les coulisses est menée une guerre médiatique entre l'hôpital public de Manosque et l'hôpital privé de Clerval. Chacun se renvoie la balle dans un ping-pong indécent, chacun rejetant la faute de ce désordre sur l'autre. L'éthique est complètement oubliée, aux dépens de la santé d'un homme qui souffre depuis plus d'1 mois. Espérons qu'à la suite de ces nouveaux examens, une solution durable soit enfin trouvée, afin que Maurice retrouve une vie normale et sans souffrance. Un pays qui se tient sage. Un film de David Dufresne est sorti dans les salles ce mercredi. Un film qui montre de façon brute, à travers des images de manifestants prises avec leur smartphone ou des images de journalistes couvrant les manifestations. Entre les images parfois difficiles à supporter, les intervenants analysent chaque moment avec beaucoup de pertinence et des manifestants mutilés par les forces de l'ordre revivent de façon émouvante les scènes qu'ils ont vécues. Le premier jour de sortie augure un succès pour ce reportage, témoignage. Quand on sort de la salle, nous sommes sonnés, comme si chaque image nous avait frappés, encore plus pour ceux qui ont vécu ces manifestations violentes. Cette succession d'images de violences policières est la preuve flagrante que les médias mainstream et le gouvernement manipulent l'opinion publique. J'espère un éveil des consciences pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de voir la réalité en face. Je souhaite à ce documentaire un immense succès pour que les Français ouvrent enfin les yeux sur les mensonges d'État. Voilà, cette deuxième édition d'Hebdo est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.